Quelle est l'importance en analyse économique de la balance commerciale? Quelles sont les spécificités de la balance commerciale française? La mondialisation de l'économie explique-t-elle ces spécificités françaises de la balance commerciale? Nous en discutons maintenant avec Philippe Narassiguin, docteur d'État en sciences économiques. Très heureux de vous retrouver donc pour ces grandes questions, ces questions économiques contemporaines, l'épisode 17 qui sera consacré au déficit de la balance commerciale de la France et les défis de la réindustrialisation. Et à cette occasion, nous retrouvons Philippe Narassiguin. Vous êtes habitué, vous le retrouvez régulièrement pour cette série. Bonjour Philippe Narassiguin. Bonjour Christophe Porlier. Alors vous nous proposez donc effectivement un sujet extrêmement intéressant, passionnant, structurant, les déficits structurels, c'est le cas de le dire, de la balance commerciale française et les défis de la réindustrialisation pour ces épisodes en deux parties. Une première partie qui sera consacrée au déficit structurel de la balance commerciale française et ensuite nous aborderons les questions d'industrialisation, de réindustrialisation. Bonjour Philippe Narassiguin. Alors, parler de balance commerciale française, encore faut-il définir ce que l'on entend par balance commerciale française. Oui, on va faire prendre une définition très simple. La balance commerciale, c'est tout simplement la différence entre les exportations et les importations de marchandises. J'insiste bien sur le terme marchandises parce qu'il ne s'agit pas là, dans cette première partie, de la balance des services. Donc tout ce qui est marchandise, c'est ce qui est solide. Voilà, on va dire comme ça. Les chaussures, le textile, les voitures, les lunettes, enfin tout ça, c'est du solide. Donc ça concerne les marchandises. Donc la production. C'est ça qu'il faut comprendre. Alors évidemment, si on fait un état des lieux, voilà la définition au tableau, si on fait un état des lieux, on va voir que ce déficit est important, il est structurel. Et cela... comment dirais-je, c'est une période très longue parce que ça commence depuis l'année 2004 et depuis cette année 2004, cette balance commerciale française ne cesse de se détériorer dans de très fortes proportions. Et si on prend le solde de la balance commerciale hors énergie, pour avoir une idée très précise de notre performance, notre sous-performance plus exactement industrielle, on voit que ces déficits sont significatifs. Par exemple, en 2016, moins 30,7 milliards d'euros. Donc je ne prends pas les années d'avant, bien sûr, parce que ce serait trop long. La série serait trop longue, bien que la série, vous le voyez, commence en 2013. Et par la suite, ce déficit s'enfonce dans les années récentes. En 2020, moins 55,1 milliards d'euros. 2021, moins 62,5 milliards d'euros. Et enfin, 2022, moins 73,8 milliards d'euros. Mais regardez l'année 2008, si on prend 2022, moins 73,8 milliards d'euros. Et si on prend cette année 2022, vous voyez que le déficit global avec l'énergie, ce déficit est de moins 163,6 milliards d'euros. Donc c'est colossal. Il y a une sorte d'accélération là dans le... Il y a une accélération des déficits. Les déficits, vous le voyez, tournaient plutôt autour de 40, 50, 60 milliards. Et puis tout d'un coup, on a un bond en avant où là, ça dépasse la barre des 55 milliards d'euros depuis notamment l'année 2020. Voilà le premier constat que l'on peut faire. Alors, vous avez aussi sur ce graphique là, les balances les importations et les exportations. On voit qu'il y a une accélération aussi de l'écart entre les... Tout à fait. Sur ces mêmes années. En tout à fait. Les courbes ont été mises pour cela, pour voir que effectivement, il y a une accélération du montant des importations par rapport au montant des exportations qui progresse, mais beaucoup moins vite que celui des importations qui progressent encore plus vite. Alors, voilà. Philippe Narassiguin, quand on parle de déficit structurel par rapport à ce que l'on qualifierait de déficit conjoncturel, j'imagine, comment est-ce qu'on peut les définir? Votre question est importante sur le plan pédagogique parce que je ne cesse de le dire, notamment à ceux qui écrivent, ceux qui font des articles, pas seulement les étudiants, hein. Bien sûr les étudiants, mais tous ceux qui font les journalistes, les médias, même lorsqu'on fait les rapports économiques dans le cadre de, je sais pas, des travaux parlementaires, par exemple, oui, ou de l'État, du gouvernement, le défaut souvent, c'est de prendre les deux dernières années ou 3 dernières années ou quelques mois. Ça, c'est, si on prend la balance commerciale, quelques mois, c'est vraiment ce qu'on appelle des déficits conjoncturels ou semestriels, par exemple. 6 mois, les 6 premiers mois de l'année. Ça ne signifie pas grand-chose.
Ça prouve simplement, par exemple, que dans un semestre, par rapport le semestre, par exemple, de l'année N par rapport à l'année N-1, il y a une accélération, un creusement du déficit si on prend si on compare 2 années. Donc ça, c'est du conjoncturel. Mais si on veut avoir une idée très précise de la réalité économique d'un pays, notamment des problèmes de déficit structurel, de désindustrialisation, de perte de part de marché, et on verra aussi les autres thèmes qu'on pourra voir, hein, de la taille de nos entreprises par exemple, à ce moment-là, il faut passer au structurel. Et qui dit structurel dit longue période. Dans le cas d'une balance commerciale ou même d'une balance de services, je conseille toujours de prendre des statistiques au moins comprises entre 7 et 10 ans. C'est là qu'on voit vraiment, par exemple dans ce cas-là, les dégradations structurelles. Même si on prenait, vous voyez, le tableau qui est là, le graphique qui est là, si on peut revenir, voilà. Même si on prend simplement 2013-2022, ben, vous voyez par exemple en 2013, le déficit est déjà de moins 13, sur la partie solde hors énergie et hors énergie, mais si on prend l'énergie, c'est moins 62 milliards par exemple. Donc c'est quand même très important. Vous voyez. Et voilà ce qu'on peut dire sur la différence entre conjoncturel et structurel. Donc prenez toujours des analyses en termes structurels. Avec après des composantes, on va voir les composantes de cette balance commerciale par la suite, juste après. Alors justement, Félix Narasiguin, vous me donnez l'occasion de vous poser la question sur ces questions sur l'analyse sectorielle, c'est-à-dire par grand secteur, effectivement, de l'activité économique. Voilà, si on prend les grands secteurs de l'analyse de l'activité économique française, on prend les années 2021 et 2022, l'année, vous voyez, tout ce qui est en assuré, en très assuré, c'est l'année 2021, et tout ce qui est en caractère foncé, gras, si on peut dire, hein, que ce soit vert ou rouge, c'est l'année 2022, bien évidemment. On voit effectivement, alors, ce tableau, comment on l'interprète, il y a un contraste entre effectivement les postes excédentaires qui finalement sont assez peu nombreux, et mis à part l'aéronautique et le spatial, les excédents ne sont pas vraiment très très élevés. Hein. Mis à part l'aéronautique et le spatial, et sans doute la chimie, les parfums et les cosmétiques. Après, ça tombe très vite, y compris d'ailleurs pour les produits agricoles et agroalimentaires, la pharmacie. Donc les excédents se réduisent assez rapidement. A l'inverse, les déficits, eux, sont extrêmement importants, et même entre 2021 et 2022, il y a un creusement des déficits des postes sur lesquels on était déjà très déficitaire. Hein. On voit par exemple le textile de moins 8,4 milliards, on passe à moins 10,8 milliards. Pour la métallurgie, de moins 12,4 milliards à moins 15,9 milliards d'euros. L'automobile, là vous voyez que la France a perdu énormément de compétitivité. Donc là, le solde est vraiment impressionnant, le solde négatif, moins 18 milliards en 2021, moins 19 milliards, 19,9 milliards, pratiquement moins 20 milliards en 2022. Les autres branches industrielles, de moins 31,7, on passe à moins 32,5. Et enfin, les biens d'équipement, de moins 39, on passe à moins 45,5 milliards de 2021 à 2022. Et pour le seul poste énergie, en 2021, c'était moins 44,8 milliards d'euros, et en 2022, c'est moins 115,3 milliards d'euros. Donc vous voyez que ce qui est inquiétant, c'est cette accélération de la dégradation des déficits de la balance commerciale, poste par poste, filière d'activité, grande filière d'activité par grande filière d'activité. Et ça montre quoi? Ça montre que le site France, l'espace territorial français, n'est plus compétitif. D'où une recrudescence, une explosion même, je dirais, de nos importations depuis de nombreuses années. Et ça s'accélère avec le temps. Et quand ça s'accélère avec le temps, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entreprises qui étaient auparavant exportatrices n'existent plus. Elles ont fermé, elles ont fait faillite tout simplement. Et donc, on reviendra, d'ailleurs on parle beaucoup de délocalisation. En réalité, il y a eu très peu de délocalisation des PME françaises, parce que ces PME françaises n'ont pas les moyens de se délocaliser. Il y a eu des fermetures d'entreprises industrielles, des entreprises de 200 personnes, 250 personnes, 300 personnes qui ne pouvaient pas faire face à la concurrence internationale et qui ont fermé tout simplement leurs portes. Vous voyez, parce que quand on parle de filiales à l'étranger, ça, ce sont les grandes entreprises françaises qui, pour conquérir des parts de marché, ont investi à l'étranger. Bien sûr, il y a aussi des délocalisations, mais ça concerne là encore de très grandes entreprises. Si on veut faire la différence entre installation de filiales et puis délocalisation pure et dure. Voilà.
Alors, est-ce qu'un tel graphique, enfin une approche sectorielle, donc, est-ce que ça vous permet, est-ce que ça permet à un économiste de poser un diagnostic sur la santé économique d'un pays? Ah bah oui, d'ailleurs c'est toute la théorie de la spécialisation internationale, c'est-à-dire que nous, on a encore, on ne s'est pas réadapté à la nouvelle donne internationale. Pourquoi on a ces déficits lourds? Parce que les pays, et on verra par la suite, les pays européens se sont adaptés, ils se sont désengagés des filières, par exemple, où les produits, la production de ces produits demande des marchandises, demande énormément de main-d'œuvre, donc les industries avec une main-d'œuvre importante. Et ils se sont, comme par exemple le textile, les chaussures, etc., ils se sont respécialisés dans d'autres domaines, machines-outils, chimie, automobile, donc des produits à très forte valeur ajoutée. Et on verra le contraste finalement entre la France, qui est là, au fond, on va le voir au fur et à mesure que les chiffres vont apparaître, la France qui est quasiment le dernier de la classe, si on peut dire, ou quasiment pratiquement un des derniers de la classe, et puis les autres pays européens qui, contrairement à ce qu'on dit, se sont totalement insérés à la nouvelle économie mondiale qui est là depuis 30 ans et qui n'a cessé de croître en plus. C'est pour ça qu'on parle de pays émergents, mais ces pays émergents ne sont pas seulement des concurrents, ce sont des pays qui ont des besoins d'industrie, de marchandises, d'équipements à forte valeur ajoutée, et avec lesquels, justement, ces pays européens ont exporté massivement vers la nouvelle demande mondiale, si on peut dire. Mais ils se sont désengagés des filières précédentes qui finalement n'étaient plus compétitives. Nous, on n'a rien fait. Et on a laissé nos entreprises affronter une concurrence très dure, sans faire notamment, on le verra par la suite, de réformes fiscales, mais pas que. Alors Philippe Narassiguin, donc cela nous permet effectivement de poursuivre cette découverte de la question de la balance commerciale, alors française spécifiquement. On a vu les chiffres. Là, les chiffres, on les voit, si on peut remettre le tableau juste après, là, ce sont les chiffres qu'on a commentés avec les filières excédentaires qui sont malheureusement assez peu nombreuses et les autres filières industrielles qui accusent vraiment des déficits extrêmement lourds. Alors le post-énergie qui passe de 44 milliards à 115 milliards, là c'est lié au pétrole, à la crise de l'énergie conjoncturelle, mais en même temps on voit que notre électricité n'a pas été à la hauteur, notre production d'électricité là aussi n'a pas été à la hauteur. Et si on avait, ne serait-ce que depuis 10 ans, donné la priorité à la production d'énergie, et notamment du nucléaire et d'autres énergies solaires, éoliennes, etc., on n'aurait pas eu ce déficit colossal quoi, de la balance de l'énergie, du seul poste balance de l'énergie. Qui est, on le voit, il suffit de regarder les chiffres. Moins 115,3 milliards d'euros. Effectivement, et bien un tel déficit, il faut le compenser. Alors, si l'on regarde maintenant, si l'on déroule, Philippe Narassiguin, avec justement l'approche des échanges, la balance commerciale, elle permet de mesurer les échanges avec d'autres pays. Voilà. C'est une autre façon de présenter la balance commerciale. Vous avez plusieurs façons de présenter la balance. D'abord, il faut absolument faire une analyse sectorielle et dans une deuxième étape, faire une analyse pays par pays, ce qu'on appelle les échanges bilatéraux. Là, ce qu'on voit au tableau, ce sont, premièrement, le grand A en 2021. J'ai pris l'année 2021 parce que c'est effectivement, j'ai oublié de le préciser dans le slide. On le voit à droite. Voilà, c'est à droite, c'est 2021, excusez-moi. Donc là, je l'ai précisé. Donc si on voit effectivement les échanges bilatéraux, on est excédentaire avec le Royaume-Uni, Singapour, Hong Kong, les Émirats Arabes Unis, et puis des pays comme les États-Unis, l'Australie, la Grèce, l'Égypte et le Mexique. Très peu d'ailleurs. Notre excédent le plus important concerne la Grande-Bretagne, plus 7,6 milliards d'euros, et le deuxième, c'est Singapour, plus 5,2 milliards d'euros. On doit sans doute exporter peut-être du parfum, enfin des choses de ce type-là vers ces pays-là. Bon. Et puis, ça, ce sont les principaux excédents commerciaux de la France. Et puis, si on prend les principaux déficits commerciaux de la France, là, on voit qu'ils sont relativement lourds. La Chine, moins 39,4 milliards d'euros, l'Allemagne, moins 12,3 milliards d'euros, les Pays-Bas, moins 8,7 milliards d'euros, la Belgique, moins 8,3, l'Italie, moins 7,1 milliards d'euros, l'Espagne, par exemple, moins 5,6, le Vietnam, moins 4,3, l'Irlande, moins 3,8, la Russie, moins 3,6, et enfin le Bangladesh, moins 2,9 milliards d'euros. Donc, vous voyez, ces déficits sont relativement importants. Alors, effectivement, si on cumule les déficits, ces déficits dépassent largement, et ça se retrouve évidemment dans la balance commerciale, le solde global dépasse largement les excédents qui sont dégagés. Alors, Philippe Narassiguin, je pense que, par exemple, si l'on observe le déficit par rapport à la Chine, donc solde négatif pour la France, je pense que c'est vrai pour beaucoup de pays dans le monde.
c'est vrai pour beaucoup de pays, sauf que ces pays, alors, c'est vrai, oui et non. C'est-à-dire que par exemple, l'Allemagne, si on prend le cas de l'Allemagne dégage un solde commercial. Quand on suit la balance commerciale de l'Allemagne sur la longue période, mettons sur 15 ans ou plus, vous voyez que l'Allemagne a un solde commercial très important qui varie de 150 milliards d'euros, de plus 150 milliards d'euros à 250 milliards d'euros. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'Allemagne exporte beaucoup vers la Chine. Notamment lorsque la Chine s'est lancée dans l'aventure industrielle, dans l'industrialisation, ben, ils ont eu besoin de matériel allemand ou d'autres pays, ou japonais ou ailleurs. Ce qui fait que nous, ces pays comme l'Allemagne ou d'autres pays, même l'Italie, ils ont quasiment abandonné les filières à faible valeur ajoutée. On peut faire du textile, mais du textile sur des niches très précises, avec des marques très fortes. Vous voyez, mais on ne peut pas faire du textile pour inonder la planète à bas coût. C'est possible. Avec des usines de 2000 ou 10 000 personnes, ça, ce n'est plus possible. Vous voyez. Et donc, oui et non. La Chine a un excédent commercial très élevé avec les États-Unis, mais pour autant, les autres pays se débrouillent bien en Chine. Alors, il y a des choses qui sont assez surprenantes. Je donne mes réactions, notamment par exemple le Royaume-Uni, où nous avons un solde positif, alors que l'Italie a un solde négatif à peu près symétrique. Oui, parce que, alors je ne sais pas, là, il faut voir le contenu de la balance bilatérale entre avec la comparaison, comment dirais-je, Grande-Bretagne et Italie. Alors peut-être que c'est des parfums, peut-être c'est oui, vraiment c'est intéressant enfin, d'aller creuser, parce oui, que c'est un peu contre-intuitif. Sinon, on ferait quasiment 3 ou 4 webinaires uniquement là-dessus. Sur l'analyse détaillée. Mais ce que je peux dire, c'est que par exemple, l'Italie, pour revenir à l'Italie a gardé une base industrielle très forte, et la balance commerciale de l'Italie est structurellement excédentaire, mais on va le voir par la suite. Hein. Parce que, et c'est le tableau juste après qui répond finalement à votre question. Alors allons-y justement pour découvrir effectivement une analyse. Vous avez choisi une analyse entre deux pays. Attendez, non. Ben, avant il y avait ce pays-là. Vous avez choisi une analyse entre deux pays. Voilà, c'est ça en fait que je voulais. Peut-être que on va regarder ce tableau. Vous voyez qu'avec l'Union européenne, et puis on va revenir après. Regardez qu'avec l'Union européenne, juste pour répondre à la question sur la Chine, vous voyez qu'avec l'Union européenne, ben, le déficit commercial France, autres pays de l'Union européenne, en 2021, c'est moins 41,6 milliards d'euros. Maintenant, on revient effectivement à... un exemple. Vous avez choisi un exemple avec les Pays-Bas. Les Pays-Bas, bon, exemple Pays-Bas, exportation, importation française. Bon, donc les importations, c'est bien sûr ce qu'on importe des Pays-Bas. Vous voyez que, bah, au fond, si on prend l'année, la dernière année finalement, l'année 2020, d'accord, le total, le solde des échanges, c'est moins 7,733 milliards d'euros, moins 6,7 milliards d'euros, et juste avant, les déficits 2016, moins 7,2, moins 8,5, moins 7,7 en 2018, moins 7,7 en 2019 et, je l'ai dit, moins 6,7 milliards d'euros en 2020. Donc vous voyez que même avec un petit pays, nous avons des déficits considérables. Alors on peut dire, oui, mais peut-être que les Pays-Bas, c'est plus, je ne sais pas, l'exportation du gaz naturel liquéfié, par exemple, venant des Pays-Bas. Je ne sais pas s'ils en font vraiment, mais enfin, je sais que les Pays-Bas ont toujours été exportateurs de gaz, par exemple. Bon. Et en 2021, regardez le chiffre, le déficit commercial s'aggrave, moins 8,3 milliards d'euros avec le Pays-Bas. Ce qui veut dire qu'un petit pays peut être un gros exportateur de marchandises et être gagnant dans la compétition internationale. Et c'est pour ça qu'il faut le deuxième tableau. Le deuxième tableau, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, va nous dire véritablement le contenu de ces échanges. En quoi consistent ces échanges? Alors, regardons dans le détail. Et là, on va regarder dans le détail. Vous voyez que les échanges consistent en produits des industries agroalimentaires, donc c'est vraiment de l'industrie, produits chimiques, parfums et cosmétiques, produits informatiques, électroniques et optiques, et finalement, machines industrielles et agricoles diverses, et produits pétroliers raffinés du côté plutôt et coques du côté Pays-Bas. Donc vous voyez que là, on a vraiment une idée précise de ces échanges. Et sur les 3 postes, par exemple, les
les Pays-Bas sont excédentaires, c'est-à-dire sur les 3 premiers postes. Sur les 4 postes même. Oui, sur les 4 postes, mais enfin, voilà, sur les 4 postes. Exportation, importation, voilà, sur les 4 postes, on a ces soldes excédentaires des Pays-Bas. D'accord? Donc, vous voyez que ça ne concerne pas du pétrole, ça concerne vraiment de l'industrie. C'est-à-dire qu'un petit pays peut faire de l'industrie, alors que le grand pays, France, est doté de forêts, de potentiel agricole considérable, de possibilités de fabriquer des produits informatiques beaucoup plus que les Pays-Bas, parce que la population est beaucoup plus grande, matériel informatique, électronique, optique. Pareil pour les produits chimiques, parfums et cosmétiques. Donc vous voyez que là, les Pays-Bas nous donnent une leçon finalement. Et ça rejoint, pourquoi j'ai pris ce tableau? Parce que ça rejoint la théorie économique. Justement, oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer ça? Alors, je ne vais pas rentrer dans la théorie économique, mais celui qui a solutionné ce paradoxe, c'est vraiment Ricardo. Parce que Adam Smith, lui, dit au fond, dans la théorie de l'avantage absolu, si on peut passer juste après, comme ça, au moins le téléspectateur verra le slide qui est juste après, au fond, Adam Smith dit, si un pays est défavorisé dans 2 domaines, dans 2 produits, c'est toujours le modèle qu'on généralise, que les économistes généralisent par la suite, c'est le modèle toujours 2 pays, 2 produits. D'accord? Le vin et le drap, d'ailleurs, hein, pour le Portugal et l'Angleterre, dans le livre de Ricardo de 1844, des principes de l'économie politique et de l'impôt. Donc, son livre magistral, bien sûr. Et c'est là où Ricardo va dire, oui, mais ça dépend de la spécialisation économique. Et un pays peut, évidemment, se spécialiser dans des niches où il est le plus fort, finalement. Alors, Philippe Tinsinet, enfin, pour simplifier au maximum, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il va faire la théorie de l'avantage comparatif, c'est un des plus beaux théorèmes de la science économique, qui montre qu'au fond, ben, les petits pays, c'est ce qu'on voit, hein, République tchèque, Suède, Norvège, Suisse, tous les petits pays qu'on a évoqués lors de nos différents webinaires, on en a fait tellement depuis 4 ans bientôt. Depuis 4 ans. Donc, la théorie des avantages comparatifs, c'est vraiment un des plus grands théorèmes de la science économique. Où il ne faut pas simplement être doté. Si vous avez un capital humain qui est déficient, vous pouvez avoir 100 millions de personnes. Mais si 100 millions de personnes n'arrivent pas à produire correctement, ce pays ne s'insère pas. Les entreprises de ce pays ne peuvent pas exporter. Parce que les marchandises ne correspondent pas à la demande mondiale, parce que ces pays sont mal spécialisés, alors que le petit pays qui a 10 millions d'habitants peut exporter beaucoup plus que le grand pays qui a 100 millions d'habitants qui ne fait rien. Alors justement, je voudrais vous interpeller là-dessus, parce qu'on vit une période particulière. Prenons le cas de l'Europe. Vous avez choisi un pays européen pour illustrer votre exemple. À haut niveau de vie. À haut niveau de vie. C'est une zone pacifiée. L'Europe, entre les pays européens, la zone est pacifiée. On voit aujourd'hui qu'il y a l'émergence effectivement de conflits régionaux, donc à grande échelle, qui effectivement mettent en évidence. Alors, on a eu la crise Covid qui a mis en évidence une certaine fragilité de l'économie française, de sa production industrielle. Et on voit là qu'effectivement cette théorie des avantages compétitifs, effectivement, comparatif, lorsqu'on la pousse un peu à l'extrême, c'est-à-dire qu'on la met face à une crise, elle met en évidence les faiblesses finalement du modèle. Ben, tout à fait. C'est ce que je disais. Et c'est pour ça que nous, quand on parle de mondialisation en France, par exemple, on dit que tous les pays européens sont concernés. C'est totalement inexact. C'est nous qui sommes concernés. Mais comme on a honte, comme on ne veut pas se comparer aux nations européennes, je ne parle même pas au reste du monde, je parle aux nations européennes, on dit toujours « Ah bah oui, c'est la Chine » ou « c'est l'Asie ». C'est des grands slogans. Mais quand on regarde la réalité de l'économie, là, c'est une image exacte qu'on a. Ça veut dire, d'ailleurs, je l'ai dit à la fin du slide, là, si on peut voir la petite phrase en dernier, ça veut dire que cette mondialisation, moi j'appelle ça internationalisation des économies, c'est l'insertion gagnante d'une économie, les Pays-Bas par exemple, dans l'économie mondiale. Donc cette internationalisation des économies ne stoppe en rien le développement des petits pays qui sont défavorisés sur tous les plans. La superficie, le capital humain, enfin le nombre d'habitants, les ressources, les villes, la taille des villes, etc. Donc ces pays vont compenser par un capital humain de très très grande qualité, des entrepreneurs qui ne sont pas freinés par une pression fiscale, on va y venir par la suite, extrêmement fort, qui pèse sur nos entreprises. Donc là, on voit vraiment la réalité des choses. Et pas sur le plan conjoncturel, j'insiste bien, sur un plan structurel.
D'accord ? Donc pour ce qui concerne la balance commerciale française, donc cette question, ça fait partie des points qui ont été abordés dans l'introduction de cette première partie, n'a pas forcément la mondialisation de l'économie, l'internationalisation de l'économie n'a pas forcément comme conséquence effectivement un affaiblissement de la balance commerciale des pays. Alors, regardons justement ce dernier tableau là, plus en détail que tout à l'heure. Avec l'Union européenne, nous enregistrons un déficit de moins 41,6 milliards d'euros en 2021. Et regardez, si on prend les chiffres là, sur une base structurelle, ces déficits sont là depuis bien avant 2014. Déjà en 2014, c'était moins 25,1 milliards d'euros. D'accord ? Si on prend la zone euro, ce déficit est encore plus important, la zone euro étant un petit peu plus petite que les pays de l'Union européenne, parce que dans les pays de l'Union européenne, il y a quelques pays, Norvège, Suède, etc., qui n'ont pas la monnaie unique européenne. Donc, moins 45,1 milliards d'euros. Et là, effectivement, si on prend les pays tiers, l'Asie, etc., à ce moment-là, le déficit de la France est moins élevé, finalement, mis à part la Chine. Mais au fond, on compense un peu avec l'Afrique, on compense un peu sur des marchés tiers qu'on a conquis par des grands contrats, notamment des grands contrats d'armement ou de vente d'avions, voilà, non, ou d'avions ou des infrastructures, par exemple. Métro, train, par exemple. Mais sinon, dans le commerce courant, d'industrie courante, sur tous les niveaux, sur tous les segments industriels, regardez la réalité. Et là, effectivement, on voit que ces déficits sont structurels, ces déficits sont importants, et que les plus gros déficits qu'on a globalement, c'est avec les pays de l'Union européenne, et si on prend un peu plus restrictif, avec bien sûr la zone euro. Avec la zone euro, donc sur lequel il y a un échange, enfin il y a une libre circulation des biens, des personnes et des marchandises. Donc du coup, ça a un impact considérable, puisque finalement, là, il n'y a pas de possibilité de prélever des taxes au passage. Il n'y a pas de possibilité. En plus, même, je crois même qu'avec les pays comme le Danemark, on importe beaucoup de l'éolien, des infrastructures éoliennes par exemple. Donc vous voyez que même les petits pays se sont spécialisés. Là, il y avait une demande mondiale. Et ça montre quoi? Ça montre que ce n'est pas une question de mondialisation. Parce que nous sommes déficitaires avec les autres pays européens, ce qui veut dire que les pays européens sont excédentaires vis-à-vis de nous. Et fortement excédentaires. C'est pour ça qu'il fallait vraiment voir les déficits bilatéraux et les excédents bilatéraux. Et vous voyez que les déficits bilatéraux sont quand même relativement, enfin même très importants. Alors, je pense que c'est très très explicite. Merci Philippe Narassiguin. Je pense comment est-ce qu'on pourrait conclure donc cette première partie consacrée au déficit structurel de la balance commerciale française? Premier point de conclusion, un déficit qui est constant, qui est vraiment constant et qui est là depuis 2004, donc depuis quasiment 20 ans aujourd'hui. Ça ne va pas s'améliorer. Deuxièmement, un déficit structurel qui est important, qui s'aggrave depuis récemment. On a vu les dernières années, 2020, 2021, 2022. Une accélération finalement de cette aggravation. Troisièmement, on comprend pourquoi aujourd'hui nos entreprises n'ont pas été capables d'exporter plus, parce que ces entreprises n'existent plus pour beaucoup d'entre elles. Ce tissu économique se délite, il se réduit, et au fur et à mesure que nos PME industrielles ferment leurs portes, les importations progressent, bien évidemment. Et donc, c'est un indicateur aussi de la suppression massive d'emplois dans le secteur industriel. Voilà comment on pourrait conclure. Merci Philippe Narassiguin. Donc rendez-vous très rapidement pour aborder la deuxième partie de cet épisode consacré, qui sera consacré à la désindustrialisation et aux défis de la réindustrialisation en France.